C'est la règle d'or de la nature. Un animal ordinaire laissé seul sur une île, c'est le début du chaos. Sérieusement, des choses pas nettes arrivent aux animaux sur les îles. Ils changent complètement et ils se mettent à agir étrangement. Alors, il arrive quoi à une chenille si on la laisse sur une île et qu'on passe la récupérer plus tard? Eh bien, on n'est pas déçu du résultat. Je vais vous expliquer. Cette chenille est ultra rapide. Ne clignez pas des yeux, vous pourriez rater le moment où elle attaque. Atteindre une telle vitesse nécessite des super pouvoirs ou un entraînement approfondi avec un gourou, ou, comme vous l'avez deviné, de se retrouver sur une île. Isolée du reste du monde, Hawaï abrite une multitude d'animaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais les chenilles carnivores sont parmi les plus intéressants. Bien sûr, ces chenilles restent pas éternellement des chenilles, elles finissent par devenir des papillons du genre Eupithecia. À l'âge adulte, Eupithecia mange des fleurs et des graines, comme n'importe quel papillon. Il a des ailes vertes un peu floues et il est plutôt joli. Mais ne vous y trompez pas, sur les 20 espèces de chenilles indigènes d'Hawaï, 18 ont appris à manger d'autres insectes. Et elles sont sacrément douées pour ça. Scientifiquement parlant, c'est des prédateurs de premier ordre. Les chenilles sont des pros en matière d'utilisation du camouflage pour chasser, afin de se rapprocher des drosophiles. Parfois, elles tracent même des chemins dans les feuilles pour inciter leur proie à s'approcher pendant qu'elles attendent embusquées. Et elles frappent vite. Ces chenilles prédatrices ont de longs appendices abdominaux qui agissent comme des organes sensoriels. Lorsqu'un insecte qui ne se doute de rien, après tout les chenilles sont pas censées être prédatrices, touche ses appendices, la chenille mortelle fait un rapide mouvement vers l'arrière. Un seul coup suffit pour capturer l'insecte. Ensuite, elle le maintient fermement. Les chenilles prédatrices hawaïennes possèdent des griffes qu'elles utilisent pour retenir leur proie. En regardant attentivement, on peut voir qu'elles ressemblent à des épines et qu'elles sont assez longues pour transpercer la victime. Ces chenilles sont implacables, elles s'attaquent à toutes les créatures qu'elles peuvent attraper. Mouches, papillons de nuit, grillons et même cafards, tout ce qui ne peut pas s'enfuir assez vite. On en a même vu en train de chasser d'autres chenilles. Mais c'était peut-être un combat entre prédateurs, c'est pas clair. Ce comportement est propre à Hawaï. Les ancêtres de ces chenilles ne chassaient sans doute pas de proies vivantes. Pourquoi ? Eh bien, la plupart des chenilles n'aiment pas du tout les repas à base de viande. Les quelques espèces qui apprécient la chair animale vivent uniquement à Hawaï. Et même parmi elles, 2 espèces sur 6 préfèrent quand même les plantes. Elles mangent des protéines, mais leur menu est plus diversifié. Tout ça nous permet de déduire que la chasse est une adaptation récente. C'est sans doute dû à l'isolement de ces populations sur l'île. Sur les 6 espèces de chenilles carnivores hawaïennes, 4 ne mangent jamais de végétaux. Elles sont tellement prédatrices que même si elles mourraient de faim, elles refuseraient de toucher à une feuille. Il leur arrive d'en ronger, mais uniquement pour aménager leur terrain de chasse. Quand elles ont terminé, elles recrachent ces feuilles que n'importe quelle chenille ordinaire trouverait délicieuses. Ces chenilles ont parcouru un long chemin évolutif pour devenir prédatrices, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Même si elles avaient envie d'un changement de menu, ça ne fonctionnerait pas, elles mourraient tout simplement. Mais leur choix n'avait rien d'une condamnation à mort. Au contraire, devenir carnivore s'est avéré une victoire pour elles. Vous vous souvenez qu'il y a peu d'herbivores là-bas. C'est parce que manger ses voisins est une meilleure stratégie que grignoter des feuilles. Vous vous demandez quand et comment ces chenilles ont pris goût à la viande. Eh bien, il semble que, comme tant de choses sur cette planète, ce soit arrivé par accident. Ou plutôt, suite à une série d'accidents. Les ancêtres des chenilles n'avaient pas prévu d'atteindre les îles. Ils se laissaient porter par le vent, par des débris, ou ils se faisaient prendre en stop par des oiseaux migrateurs. Peu de créatures survivent à l'épuisant voyage transocéanique. La plupart des insectes nuisibles, fourmis, cafards, termites et moustiques, étaient absents d'Hawaï jusqu'à ce que les humains les y amènent. Mais bien avant ça, d'audacieux pionniers avaient découvert le formidable terrain de jeu évolutif qu'était Hawaï. Des études indiquent qu'environ 400 ancêtres ont donné naissance à 10 000 espèces d'insectes au cours d'un processus que les chercheurs appellent rayonnement adaptatif. C'est comme si une grande vague générée par une espèce se divisait en plusieurs autres, créant un groupe entier. Finalement, les insectes se sont répandus dans de nombreuses niches vides des îles, des côtes aux sommets montagneux et des déserts aux forêts tropicales. Au fur et à mesure qu'ils s'adaptaient à de nouveaux endroits, de nouvelles espèces sont apparues. Parmi elles se trouvait notre chenille carnivore, une chenille tueuse.
On pense que cette chenille descend d'un ancêtre qui se nourrissait de plantes et qui a atteint les îles il y a 5 millions d'années. Je me demande à quel moment elle a développé un goût pour la viande. À Hawaï, ces chenilles carnivores ont assumé le rôle écologique habituellement joué par les mantes. Comme aucune mante ne vivait sur ces îles, les chenilles ont comblé le vide. Elles leur ont aussi emprunté leur comportement. Comme je l'ai dit, elles attaquent à une vitesse fulgurante, 0,1 seconde à peine, puis elles dévorent leur proie vivante. Un peu comme des mantes. Si les mantes n'ont pas trouvé refuge là, c'est qu'il y avait des obstacles importants à leur expansion. Les autres insectes prédateurs du continent n'étaient pas non plus les bienvenus à Hawaï, ce qui a conduit à l'apparition de ces chenilles carnivores. Ça paraît quand même fou, des chenilles qui mangent de la viande. C'est ridicule. Cependant, les îles hawaïennes servaient de sanctuaire aux insectes pour façonner leurs habitudes distinctives. Et il n'y avait ni fourmis ni guêpes pour les déranger. Guêpes et fourmis ne semblent pas très dangereuses, mais c'est valable uniquement d'un point de vue humain. Si vous avez regardé nos autres vidéos, ou si vous êtes tout simplement un passionné de nature, vous le savez déjà, pour les autres insectes, guêpes et fourmis sont de féroces concurrentes, capables d'adapter leur comportement à l'échelle d'une espèce entière. Regardez cette chenille. Quand elle grandira, elle deviendra un papillon Modusa procris, mais en attendant, elle est extrêmement vulnérable. C'est pourquoi elle fait semblant d'être, un excrément. Le corps de la chenille est recouvert de structures épineuses qui tranchent visuellement. Si on la place sur une feuille verte, son niveau de camouflage se rapproche du néant. Mais c'est pas grave, elle génère son propre environnement pour s'y intégrer parfaitement. Partout où elle passe, elle laisse derrière elle une longue traînée composée de soie, de morceaux de feuilles et d'excréments. La couleur de ces crottes ressemble beaucoup à celle du corps de l'insecte, et si j'étais un prédateur, je ne mangerais pas ça. Au repos, la chenille se tient dans l'alignement de ses excréments, ce qui la rend indétectable. Dégoûtant? Peut-être, mais du moment que ça marche, c'est pas stupide. Les chercheurs pensent que la chenille bloque ainsi la route des fourmis pour les empêcher de s'approcher. Il faut croire que les fourmis n'aiment pas suivre des traînées de crottes. Je peux comprendre. Bon, jusque-là c'est clair, mais comment expliquer les structures et le comportement d'attaque des chenilles carnivores? Est-ce qu'elles ont développé tout ça exprès, ou est-ce que ces structures remplissaient auparavant une fonction différente? En fait, ce claquement a été observé chez d'autres chenilles non carnivores du même genre, mais il ne leur sert pas à attaquer, mais à se défendre. Il semble donc que ces chenilles avaient une autre fonction et que cette transition vers la prédation n'est qu'une modification comportementale qui a fait bon usage d'instincts préexistants. Passer à un régime alimentaire à base de viande n'a pas dû être trop difficile pour les chenilles de Pithecia. Puis, la sélection naturelle a favorisé les poils les plus résistants et les plus pointus. Ainsi, ces chenilles sont passées de la consommation de plantes à la chasse sans devoir altérer leur organisme. Elles ont simplement adapté certaines pièces, ce qui est aussi simple que logique. Imaginez des humains arrivant sur une île et qui se mettraient à utiliser leurs mains comme des pieds et vice-versa. C'est le genre de changement que l'isolement cause chez les animaux. Un autre exemple est cette chenille qui se prend pour une araignée. Les membres de cette espèce se nourrissent d'escargots et enveloppent leur proie de soie collante. C'est intriguant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la première fois qu'on voit des chenilles manger des escargots ou n'importe quel mollusque. C'est pas leur repas habituel. De plus, même si toutes les chenilles filent la soie pour construire leur cocon, elles ne s'en servent jamais pour chasser. Enfin, jusqu'à maintenant, des chercheurs ont attrapé ces chenilles en flagrant délit. Une fois qu'elles repèrent un escargot, elles se mettent à tisser une toile de soie et elles attachent solidement la coquille de l'escargot à une feuille pour garantir que l'escargot ne glissera ou ne tombera pas et en faire un repas facile. Parfois, les chenilles décorent leur cocon avec des coquilles d'escargot, sûrement pour se camoufler. Ou pour intimider les intrus. On trouve des chenilles et des escargots partout, mais il n'y a qu'à Hawaï que les chenilles ont décidé de s'attaquer aux escargots. C'est une question de compétition. Il y a peu de rivalité entre prédateurs, mais beaucoup entre insectes herbivores. Cette espèce a donc décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Cet insecte descend lui aussi d'un papillon herbivore, qui s'est cependant installé sur les îles un peu plus tôt que le précédent, il y a environ 15 millions d'années. Vous devez vous dire qu'il y a toujours quelque chose d'étrange qui se produit sur ces îles. Et vous avez raison. À l'époque de Darwin, les chercheurs considéraient ces îles comme des foyers évolutifs hyperactifs. Sans prédateurs naturels et disposant d'habitats variés, les animaux des îles subissent de nombreuses mutations.
C'est pourquoi les espèces insulaires sont souvent très différentes et évoluent plus rapidement que leurs congénères du continent. C'est aussi pourquoi l'Australie a donné naissance à toutes sortes de monstres. Malgré sa taille quasi continentale, c'est bien une île gigantesque et isolée. Le terrain de jeu ultime pour l'évolution. Quant à Hawaï, les chenilles carnivores ne sont pas les seuls insectes étranges. Il existe également des mouches incapables de voler, des grillons cavernicoles, des insectes vampires qui sucent la lymphe des cadavres d'insectes et bien d'autres encore. Beaucoup de ces créatures bizarres sont endémiques. C'est normal, nulle part ailleurs l'évolution n'a suivi un chemin aussi biscornu. Mais il existe bien d'autres voies. Il n'y a pas qu'Hawaï qui a poussé les animaux à l'extrême. On dirait une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Un perroquet, aussi intelligent qu'espiègle, décide de changer de régime alimentaire et passe des graines et des insectes à la viande rouge. Il se met à chasser les moutons vulnérables, déchirant leur chair et cherchant à atteindre leurs reins alors qu'ils sont encore en vie. C'est en tout cas ce que racontaient des naturalistes et des bergers de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande vers 1900. À cette époque, le kea, le seul perroquet de montagne au monde, a été accusé d'être responsable de la mort de milliers de moutons. Et ces affirmations n'étaient pas sans fondement. De nos jours, les keas sont plus connus pour leur pitrerie que pour leur nature prédatrice. Ils sont audacieux et intelligents, peut-être même aussi intelligents que certains singes. Mais comment a commencé l'histoire de ces meurtres? Les naturalistes pensent que les keas étaient à l'origine des herbivores, comme les autres perroquets. Mais pour s'adapter à l'arrivée de l'hiver, ils ont modifié leur régime alimentaire pour éviter de mourir de faim. À cette période, baies, insectes et racines se raréfient, et ils recherchent donc de la graisse animale, dont ils tirent beaucoup d'énergie. Et pour accéder à la graisse animale, il faut déchiqueter la carcasse et manger la viande et les organes internes, y compris la moelle osseuse. C'est ainsi que les keas sont devenus des charognards. Ils n'avaient pas le choix. Comment c'est arrivé? Il y a 15 millions d'années, les îles abritaient une seule espèce, herbivore, qui a finalement donné naissance à deux espèces différentes. L'une a élu domicile au nord, dans la forêt tropicale, où elle grignotait des insectes et des fruits comme n'importe quel perroquet. Mais l'autre s'est installée dans les rudes régions du sud, où la nourriture était rare, sauf en été. C'est à ce moment-là que cette espèce a dû devenir omnivore. De nos jours, on connaît ces perroquets sous le nom de kea. Être adaptable leur a été utile lorsque les humains sont arrivés. Avec les humains sont venus les moutons, et au fil du temps, ces perroquets ont développé une prédilection pour leur viande. Une théorie dit que tout a commencé car les gens jetaient des restes de moutons et des morceaux de viande dans des trous, attirant ainsi l'attention d'oiseaux curieux. Lorsque la nourriture se faisait rare, les keas audacieux osaient alors s'en prendre à des proies vivantes. Les soupçons des bergers concernant les keas chassant des moutons ont été confirmés lorsqu'ils ont trouvé de la laine et de la chair dans l'estomac d'oiseaux abattus près d'enclos. Ils ont commencé à tirer sur les perroquets car ils en voyaient fréquemment accrochés aux moutons et picorant leurs blessures. Bientôt, les gens ont commencé à partager des histoires témoignant de la brutalité des keas. Certains affirmaient que ces oiseaux avaient tué 200 moutons en une nuit en 1884. Pour d'autres, ils avaient causé la mort de 15 000 moutons en une seule saison. Tout le monde en voulait aux keas, et il est même devenu légal de les tuer. On estime qu'environ 150 000 keas ont été tués entre 1868 et les années 1970. Ces oiseaux provoquent pas directement la mort des moutons, mais des infections et des accidents qui peuvent y conduire. Imaginez que vous êtes dans les montagnes et qu'un gros perroquet au bec pointu fond sur vous. Vous vous mettez à fuir. Un faux pas est vite arrivé. Certains récits parlent même de keas attaquant des lapins, des chiens, voire des chevaux. Les chercheurs modernes ont élaboré des théories sur la manière dont les keas ont développé leur goût pour la viande. Peut-être qu'ils aimaient les insectes et qu'ils ont décidé d'élargir leur menu. Peut-être qu'ils se sont intéressés à la viande après avoir été attirés par la présence d'asticots sur des cadavres et qu'ils en ont apprécié le goût. Ou peut-être qu'ils ont confondu les moutons avec certaines espèces de plantes qui poussent dans les hautes terres. Dans tous les cas, ils y ont goûté et ça leur a plu. Les keas sont désormais en voie d'extinction et plus personne n'en voit manger des moutons. Mais de temps à autre, les éleveurs s'inquiètent de trouver d'étranges marques sur leurs animaux.
Les perroquets sont intéressants, mais parlons des pinsons. Ils adorent les graines, et ils sont capables de casser même des olives et des cerises avec leur bec. Mais devinez ce qui se passe lorsque les graines se font rares. Et oui, ils prennent le goût du sang. Pas tous, bien sûr. Mais cette espèce, vivant sur la petite île du Loup, à 200 km au nord des îles Galapagos, traverse une période difficile. L'île, pleine de falaises abruptes et d'innombrables oiseaux marins, reste sèche la majeure partie de l'année. Les graines qui arrivent avec les brèves pluies sont vite englouties par les nombreux oiseaux, laissant les pinsons presque affamés. Cependant, ils n'ont que 3 mots à dire à la mort. Repasse plus tard. Les chercheurs ont remarqué que ces pinsons profitent des oiseaux marins qui nichent sur l'île pour survivre aux longues périodes de sécheresse. Ils dévorent notamment leurs œufs, mais leur principale source de nourriture en période de sécheresse est le sang. Malgré leur petite taille, les pinsons picorent hardiment les gros oiseaux marins sans aucune répercussion. Ils s'assoient sur la queue des fous et ils leur picorent la base des ailes de leur bec pointu jusqu'à ce que la peau se déchire et que du sang apparaisse. Les pinsons le boivent alors à petites gorgées. Les chercheurs ont observé une scène incroyable, un groupe de vampires à plumes faisant patiemment la queue au cours d'une telle beuverie. Pour les pinsons modernes, ce comportement n'a rien de spécial, mais leurs ancêtres, des oiseaux inoffensifs qui ne mangeaient que des graines, sont arrivés dans les îles Galapagos il y a 500 000 ans, récemment à l'échelle de l'évolution. Lorsque les graines manquaient, ces oiseaux utilisaient leur bec pour différentes choses, comme fouiller l'écorce des arbres à la recherche de larves. Et ils ont découvert que leur bec convenait parfaitement à des tâches plus carnivores. Ça a pu se passer comme avec les moutons. Les pinsons ont trouvé des insectes dans les plumes des oiseaux marins, ils ont goûté à leur sang par accident et ils ont décidé de l'ajouter à leur menu. Survivre sur une île se résume à une chose, s'adapter ou disparaître. Tous les changements qui affectent les animaux sauvages se font en réaction à la compétition. À quel endroit la concurrence est la plus féroce? Bingo, en Amazonie. C'est pour ça qu'on y trouve beaucoup d'animaux légendaires, comme celui-ci. Le piranha. On dispose de preuves établissant que les ancêtres des piranhas étaient herbivores. C'est vraiment difficile à croire. Pourtant, de nombreuses espèces de poissons sud-américains connus sous le nom de pacous, décrits comme de très proches parents des piranhas, utilisent leurs puissantes mâchoires pour consommer des plantes et des fruits. Dans quelle mesure ces espèces herbivores ressemblent aux piranhas? Apparemment, même les spécialistes ont bien du mal à faire la distinction entre les piranhas carnivores et leurs parents herbivores sur la base de leur apparence. Ces poissons sont souvent mal identifiés car il est très difficile de les distinguer. Mais oui, vraiment. Compte tenu de leur similitude, les chercheurs pensent que ces poissons proviennent de la même famille. Mais alors, pourquoi certaines espèces ont commencé à manger de la viande, tandis que d'autres se sont cantonnées à un régime alimentaire à base de plantes? Ça s'est peut-être passé ainsi. À mesure que la population de poissons dans les rivières sud-américaines augmentait, la demande pour leur nourriture habituelle augmentait. En termes plus simples, il n'y avait plus assez d'herbe pour nourrir tout le monde. La concurrence croissante au sein des rivières sud-américaines a déclenché des changements génétiques. Ça a conduit des poissons autrefois herbivores à développer des dents et à se transformer en redoutables piranhas assoiffés de sang. Les pacous possèdent 2 rangées de dents de forme carrée, tandis que les piranhas arborent une seule rangée de dents triangulaires. Et vous savez quoi? Je trouve les pacous plus effrayants. Sérieusement, leurs dents ressemblent à des dents humaines, vous trouvez pas? À plus.